Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Bourdet et je suis président de l'ERAP, Association pour l'information sur le risque d'avalanche en zone urbaine et leur prévention. Au nom de l'AFP-CNT et de l'ERAP, je suis heureux de vous présenter les extraits de la réunion tenue le 13 novembre dernier, 2023, en présentiel à Chamonix, accueillie par la mairie, et en webinaire sur le thème Comment se protéger contre le risque d'avalanche exceptionnelle en zone urbaine. Cette présentation est réalisée à l'intention des maires, de leurs élus et des équipes en charge de la sécurité des communes de montagne exposées au risque d'avalanche, particulièrement en secteur habité. Elle est constituée de 4 modules qui peuvent être visionnés séparément. Le premier traite de la nécessité première et impérative de disposer de bonnes cartes d'avalanche. Il est précédé d'une brève présentation de l'AFP-CNT et de l'ERAP et des interventions des maires des communes de Chamonix, des Ouches et de Valorcine, qui ont accepté de nous faire part de leur expérience en termes de protection dans ce domaine. Le deuxième traite du risque judiciaire encouru par les maires face au risque d'avalanche. Le troisième abordera les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour anticiper au mieux le moment du déclenchement d'une avalanche avec les coûts associés à cette protection. Le quatrième, enfin, présentera les outils disponibles pour alerter les populations concernées. Chacune de ces 4 présentations est suivie des questions et des réponses apportées par les responsables en charge dans les 3 communes de Chamonix, des Ouches et de Valorcine. Ces modules sont donc, vous le verrez, très vivants et concrets. Enfin, nous sollicitons par avance votre indulgence pour les quelques défauts de ces enregistrements, n'étant pas des professionnels dans ce domaine. Bonne écoute et bonne vision. Mais tout de suite, nous vous présentons la raison d'être de l'ERAP et ce qui l'a amené à organiser cette réunion et les actions qu'elle a entreprises depuis maintenant plus de 15 ans. C'est sur ce site qu'est tombé le 9 février 1999 à 14 h l'avalanche de Montroc. 500 000 m3 de neige sur l'équivalent de 8 terrains de football sur une hauteur moyenne de 5 mètres. Cette avalanche a détruit 17 chalets, donc 5 seulement étaient occupés. 12 victimes. À 2 jours près, date de début des vacances scolaires, il aurait pu y avoir une 50aine de victimes. Les RAP, l'Association pour l'information sur le risque d'avalanche en zone urbaine et leur prévention, a été créée par les parents de 3 de ces victimes, afin que n'arrive pas à d'autres ce qui leur est arrivé. Dans cette présentation, nous allons rentrer plus en détail sur les méthodes, moyens et outils nécessaires à un maire pour que ce genre de drame n'arrive pas dans sa commune. Ces méthodes sont maintenant développées dans certaines communes, à Chamonix notamment. Ils sont très largement utilisés en Suisse, en Autriche et en Allemagne, pays très exposés au risque d'avalanche. Pour être protégé, 3 conditions doivent être remplies. Une cartographie bien faite, les moyens d'alerter les personnes en danger et à quel moment déclencher l'alerte. Or, ce secteur présentait les 3 éléments d'un drame à venir. Une cartographie des avalanches mal faite, insuffisante. La plupart des chalets construits figuraient dans zone blanche. Deuxième élément, aucune alerte officielle n'a été signifiée aux résidents secondaires. Les résidents principaux ont, eux, été alertés par leurs amis ou voisins. Le maire avait dit sur la radio « Restez chez vous, j'ai la situation bien en main ». Troisième caractéristique, il n'y avait pas d'observation de risque d'avalanche. Certains habitants ont pu témoigner qu'ils avaient vu une corniche en altitude qui leur paraissait extrêmement dangereuse et qui les inquiétait. Cette réunion s'inscrit donc dans le droit fil de nos actions. Notre associé dans cette organisation est l'AFP-CNT et je laisse la parole à Laurence Bonhomme, qui est la chargée de communication de l'AFP-CNT,
de la présenter. Merci, Monsieur Bourdet. Effectivement, cette réunion est co-organisée par ERAP et l'AFP-CNT. On a notre directrice générale, Ghislaine Verriès-Leblanc, qui vient de nous rejoindre à l'instant. Et si on l'entend, j'aimerais bien lui donner la parole pour qu'elle accueille l'ensemble des participants en présence et en distanciel. Écoutez, je suis ravie de pouvoir introduire cette conférence. C'était pas gagné puisque je suis actuellement à la convention des maires de la région Sud auprès de Renaud Muselier et de différents intervenants. Et puis, je vous ai réservé une petite surprise à côté de moi que vous allez découvrir dans 2 minutes. Je tenais à souligner la qualité du partenariat avec les RAP, un partenariat qu'on a initié l'an passé pour travailler ensemble à la prévention des risques d'avalanche. On est en amont de la saison hivernale et c'est maintenant qu'il faut passer des messages. Vous allez parler bien sûr de prévision, de prévention, d'anticipation, d'alerte. Et on a la chance au niveau de l'association d'avoir Johanna Leplanois également qui nous accompagne en tant que secrétaire générale adjointe et qui est également avocate spécialisée de l'environnement, qui parlera du rôle et des responsabilités de chacun d'entre nous. Parce que je pense que face à ces risques-là, aux conséquences qu'ils peuvent avoir, la réponse est collective et on doit vraiment tous s'unir et travailler en synergie. Et c'est le sens de cette conférence organisée avec Jean-Claude Bourdet et toute l'équipe que je remercie. Je remercie également mon équipe qui est présente, Laurence, qui a fait le déplacement, Clara, qui a participé à la préparation. Donc, je vous souhaite de bons échanges. Je suivrai avec attention les conclusions de cette journée. Puis, je vais passer la parole à Louis Baudin, que vous connaissez tous et qui était avec moi aujourd'hui et qui, en tant que météorologue connu de TF1, va vous passer un message sur les risques d'avalanche. Oui, bonjour. Merci de me permettre de participer. C'est clair que déjà, vous pouvez compter sur moi. Quand je dis sur moi, c'est aussi sur TF1, sur la diffusion de tous ces messages propres à la montagne. On va le faire à travers des sujets, y compris dans nos bulletins météo. En tout cas, moi, j'y consacrerai du temps avec des petits messages pédagogiques. Et puis, l'autre aspect, évidemment, c'est tout au long des 20 heures de pouvoir proposer des sujets où en amont, on prévient, on éduque, on fait de la pédagogie, parce que c'est inlassablement d'année en année, en répétant ces messages à la fois de formation, de prévention, de bulletins, qu'on parviendra à ce que finalement les comportements soient un peu plus vertueux. Surtout aujourd'hui où les gens consomment plutôt que d'apprécier et de partager. Et je crois qu'il faut qu'on remette cette notion-là pour qu'on puisse être efficient et qu'on ait le moins de catastrophes possible durant une saison hivernale. En tout cas, comptez sur moi, au moins dans ma partie de communicant. Voilà, je vous remercie et bon travail. Merci à tous les deux. Et à très bientôt, mes amitiés, Jean-Claude. Merci. Bonne séance à vous. Merci. Voilà, si on peut revenir au diaporama, et je voudrais juste rappeler dans le contexte de cet après-midi sera donc un échange et des présentations par nos experts qui sont présents dans la salle. Et à chaque fin de présentation, selon le plan que vous voyez qui s'affiche sur l'écran, on aura à chaque fois 10 minutes, un petit quart d'heure pour un temps d'échange et de questions-réponses. Si vous avez déjà des questions à nous poser ou si vos questions viennent au fur et à mesure des présentations, vous pouvez les inscrire dans la conversation. J'y veillerai et je vous donnerai la parole. Et si vous souhaitez prendre la main et poser votre question à l'oral, même chose, vous avez un petit système pour lever la main. N'hésitez pas et on essaiera de donner la parole aux uns et aux autres le plus souvent possible à chaque fin d'intervention. Si on peut passer, je vais prendre une petite minute pour présenter l'AFP-CNT. Donc si on a les slides, ce sera très bien. Sinon, l'AFP-CNT existe depuis 22 ans. Elle se veut être un centre de réflexion sur la problématique des risques naturels et des risques technologiques. L'AFP-CNT se veut également d'être un acteur reconnu pour la coopération internationale dans ce domaine des risques. Enfin, nous cherchons à contribuer au développement de la culture du risque et de la résilience en France, avec notamment de forts messages à l'occasion de la journée de la résilience nationale du 13 octobre chaque année qui revient. Et puis, nous sommes soutenus par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Nous rassemblons au sein de 150 membres, essentiellement des scientifiques, des experts, des universitaires, des sachants, mais aussi bien des élus, et cette journée vous est dédiée, des élus des collectivités territoriales, des associations et des acteurs locaux.
Je fais court et je passe à nouveau la parole à Monsieur Bourdet. Bien, merci à toutes ces personnes qui sont déjà intervenues. Alors, vous avez noté que cette réunion se passait sous forme hybride, un petit nombre en présentiel et la grande majeure partie des personnes, je crois qu'il y a une 60aine d'inscrits, en distanciel, en webinaire. Des personnes des mairies majoritairement, des personnes des DDT de différents départements et quelques personnes du ministère de la Transition écologique. Réunion interactive, on vous l'a dit, vous pourrez intervenir. Alors, nous remercions très spécialement les orateurs d'être là, les intervenants. Nous avons la présence de Madame la maire des Ouches, Monsieur le maire de Valorcine, le président de la commission de sécurité de Chamonix, le responsable des risques naturels aux Ouches. Toutes ces personnes, une avocate, toutes ces personnes prennent sur leur temps pour ce service de chacun, qui est finalement l'apport à des maires qui sont souvent très isolés dans leurs problématiques, pour leur permettre d'avancer dans leur réflexion et de prendre des décisions qui leur permettront peut-être un jour de sauver des vies humaines. Voilà, alors je passe tout de suite la parole à Monsieur Fournier, qui nous a enregistré un petit bulletin d'accueil. Avalanche. Nous sommes évidemment ici à Chamonix et dans la vallée très concernés par l'analyse et la gestion de ce type de risque. Je me permets de remercier toutes celles et ceux qui y contribuent dans leur qualité respective. C'est toute une communauté qui se mobilise, les services de la collectivité, mais aussi tous les experts, tous les professionnels du terrain sur qui nous savons pouvoir compter. Je voudrais également dire quelques mots sur un tournant qui est pris depuis une dizaine ou une douzaine d'années et qui me semble particulièrement important, celui de l'innovation et de la technologie, à travers, au départ, en 2012 environ, la mise en place d'un automate d'alerte. Ça fait déjà quelques temps, on a l'impression que ça fait très longtemps, mais pour autant, cette innovation était très significative. Et, automate d'alerte dont nous souhaitons toujours réaliser des perfectionnements, et nous sommes sensibles aux propositions et aux suggestions qui nous permettront d'y arriver. Et puis vous dire que je crois qu'on est sur un moment qui est aussi très important pour l'analyse de notre risque avalanche et de ce qui peut être fait sur tous les sites, ici, dans le massif du Mont-Blanc naturellement, mais je pense par extension sur l'ensemble des sites français, avec un meilleur suivi, avec des technologies type les webcams, type tous les systèmes en fait qui en temps réel nous permettent de mieux connaître ce qui se passe sur le terrain. Toute une série également de technologies via des capteurs qu'on nous propose actuellement. Alors, ça vaut pour le risque avalanche, ça vaut également pour le risque hydraulique. On sait que un certain nombre de propositions sont en train d'être développées avec des capteurs de type LoRa par exemple pour le risque hydrologique. Des déploiements qui se font sur tout le territoire communautaire d'un réseau de webcams et de surveillance qui nous permettra de compléter l'humain. L'humain est toujours essentiel, est toujours évidemment extrêmement important et la technologie n'empêche pas d'avoir toujours recours à cette expertise humaine. C'est bien le complément de ces deux sources d'information et de ces deux manières d'analyser qui nous permettra, je l'espère, d'être le plus performant possible en termes à la fois d'analyse du risque et naturellement de gestion. Vous dire également que, évidemment, quand on parle de risque naturel, on fait preuve d'une grande humilité, notamment au vu de l'époque de changement climatique que nous traversons, les conditions de nivologie notamment qui évoluent fortement dans nos massifs. Donc je suis persuadé que ces journées d'échange, ces moments où chacun contribue à donner son expérience sont éminemment productifs pour nous permettre toujours de progresser et de faire en sorte que nous ayons élu, communauté montagnarde, la meilleure gestion du risque possible sur nos territoires. Merci, très bonne journée, très bon travail. Bon, voilà le mot d'accueil. La sécurité qui suit ce dossier avec beaucoup d'attention. C'est vrai que donc nous, sur les Ouches, on a notamment la problématique du paravalanche du Bourgat, sur lequel on travaille depuis 2020, depuis notre arrivée à la tête de la mairie. Je ne vous cache pas que c'est un dossier difficile, de par le fait que nous avons plusieurs intervenants dans cette
ce paravalanche, il y a à la fois le SM3A, il y a à la fois la régie électrique, puisqu'il y a la centrale hydroélectrique, il y a la problématique de l'avalanche. On travaille beaucoup et depuis tout ce temps avec tous les services, tous les intervenants, notamment avec RTM, puisqu'on a défini un scénario de reprise du paravalanche, à la fois la rehausse de la digue, à la fois les tafreineurs. On est déjà intervenu pour le vider, puisqu'on a enlevé en 2020 plus de 50 000 m3 de matériaux. Là, on a déjà travaillé sur la mise en place de perches, de la caméra. On a lancé toutes les études avec le RTM et on va normalement l'année prochaine, si en 2024, commencer les travaux, notamment par la digue. Et il faut savoir que seule la commune, elle ne peut pas supporter le coût, puisque rien que les travaux pour les tafreineurs, la mise en place la reprise des tafreineurs, la reprise de la digue, c'est 1 700 000 € hors taxe. D'accord, d'accord. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que pour les petites communes, c'est quand même des travaux qui sont très très importants et qu'on ne peut pas supporter seul. Donc c'est pour ça que c'est des dossiers qui sont lents, qui sont difficiles, mais on a bon espoir d'y arriver, puisqu'on a déjà pas mal de subventions qui nous sont promises. Voilà. Bien, merci Madame la maire. Je vais passer la parole à Monsieur Jérémy Vallas, qui est lui-même président de la commune de Valorcine. Je veux dire deux mots d'accueil. Maire de la commune, c'est bien déjà. Oui, merci de votre invitation. Merci surtout d'avoir organisé ce séminaire webique. Au moins, si ça peut être utile à des communes qui sont un peu éloignées et de profiter de l'expérience qui est mise au sein de la vallée de Chamonix pour ces structures, ces autres communes, c'est une bonne chose. Je dis souvent que l'ERAP, on l'apprécie autant qu'on la craint. On l'apprécie parce qu'elle sait nous rappeler nos responsabilités et elle sait nous aider aussi quand on en a besoin, mais on la craint parce qu'elle sait aussi nous mettre le nez dedans quand on doit tenir nos responsabilités. Et c'est une chose qui est très fragile dans le linéaire, c'est-à-dire que le fil, il faut le tenir, il faut garder un lien, il faut pouvoir travailler ensemble et il faut pouvoir à la fois en tant qu'élu assumer ces petites fragilités par rapport à ça et à la fois vous faites partie des rares associations qui savent dire merci aussi. Et c'est important. Dire que, voilà, on nous dit souvent que le réchauffement climatique fait partir les avalanches, qu'il y a moins de neige qu'avant, etc., etc. Mais on voit aussi que les phénomènes climatiques sont de plus en plus intenses et qu'on n'est pas à l'abri, à droite ou à gauche, d'une chute de neige incroyable ou d'une situation qu'on n'arriverait plus à maîtriser. Donc, le lien entre les sachants, les anciens qui étaient des sachants et les nouvelles technologies qui nous permettent d'analyser un petit peu mieux le territoire. Bref, c'est un mix de tout sur une science qui est plus que toutes les autres inexacte et qu'il va falloir gérer en bonne coordination avec tous et dans un territoire qui est bien souvent en montagne fragile. Et de ces mots aimables et précis et qui invitent à aller de l'avant. Sur les avalanches, puisqu'on en parle souvent de loin quand on ne les voit plus depuis longtemps, en commençant par celle de Montroc. Celle de Montroc, 250 mètres de large, 400 mètres de long, 3 mètres de haut, ça faisait 300 000 mètres cubes. On sait qu'un mètre cube de neige, ça pèse entre 250 et 500 kilos. On a pris un poids moyen de 350 kilos, ça fait donc 105 000 tonnes. 105 000 tonnes, pour vous donner une idée, ce sont 1300 Airbus monocouloirs, tous ceux qui sillonnent l'Europe, ou 350 Airbus 350, les énormes qui vous emmènent à Pékin directement, ou 10 tours Eiffel. Donc, pour donner une idée de ce qu'est une avalanche, ce qu'a été celle de Montroc. Alors, on parle de 3 mètres de haut, vous voyez que ce ne sont pas des histoires, c'est une photo prise par le PAN dans un col de montagne. Ça, c'est ce qui restait des chalets après l'avalanche de Chamonix, donc ce sont des vrais dégâts. Et pour vous permettre de rentrer un petit peu plus dans l'atmosphère de ce qu'est une avalanche, ce film, qui est une reconstitution de l'avalanche de Galtu en 1999, qui a
4 Uhr brach die Schicht. Die Geschwindigkeit betrug mehr als 300 Stundenkilometer. Voilà, alors les avalanches, c'est sur les zones habitées. C'est sur les zones habitées, mais c'est aussi sur les routes. On vous en parlera tout à l'heure. Alors, est-ce que les avalanches sont des histoires anciennes? Eh bien, quelques éléments là-dessus d'information. Le directeur du PARN, qui est le pôle alpin des risques naturels, écrivait il y a quelque temps dans un article cette prise de conscience que les éléments neigeux extrêmes ne sont pas partis. Au contraire, ils ont tendance à se développer. Un bulletin du 7 novembre dernier montrait les records de chute de neige dans les différents départements de Savoie, d'Isère et des Hauts-de-Savoie. On n'avait pas vu ça depuis 1990 et 1992. Tous les massifs montagneux des Alpes sont actuellement en alerte avalanche. Donc oui, au 13 novembre, c'est assez rare. Alors il s'agit donc d'enjeux réels, sérieux, urgents, qui appellent à des questions et qui demandent des réponses. Alors ces réponses, ce sont 3 moyens, qui sont d'abord d'avoir des bonnes cartes, bien évidemment, où peuvent tomber les avalanches, de savoir ensuite, une fois qu'on a les cartes efficaces, de savoir quand l'avalanche a des chances de se déclencher, et enfin, comment alerter les personnes qui sont dans les lieux de l'avalanche, du secteur de l'avalanche, pour aller ailleurs. Voyez. Alors, ces cartes ont été mises à jour. Excusez-moi, des petits problèmes techniques de... C'est lequel de... C'est celui-là? Non, mais j'arrive pas à l'enlever. Bon, écoutez, Vous l'avez devant vous? les sachants sont pas tous, moi le premier, à même de résoudre les problèmes de l'informatique parfois. Bon, alors ces cartes doivent être à jour, et c'est-à-dire qu'elles doivent prendre en compte la notion d'aléa de référence exceptionnelle, qui est une notion qui considère que les avalanches au-delà de 100 ans, qu'on ne regardait pas avant 2000, l'avalanche de Montroc, elles doivent être regardées et prises en compte jusqu'à 300 ans. C'est ce que font les pays d'Europe dans leur grande majorité depuis des décennies. Ce sont les plus rares, bien sûr, et les plus destructrices. Alors, cette notion d'aléa de référence exceptionnelle a été définie par toute une équipe de sachants de l'époque, en 2001, qui était constituée des personnes du ministère de la Transition écologique, de l'INRAE, l'ex-Magref, du RTM, de l'ANENA, de Météo France, de l'ADDT 74, des équipes de Chamonix, de Val d'Isère, etc. Rédigé par le RTM en 2001, il a été publié en 2015. C'est vous dire l'enthousiasme qu'il a provoqué auprès d'un certain nombre de personnes responsables qui, avec quelques hésitations, à ce que ce concept de sécurité des personnes soit mis en œuvre en France. Bon, c'est curieux, c'est comme ça. Alors, il a une caractéristique essentielle, cet aléa de référence exceptionnelle, c'est que contrairement aux idées reçues, il autorise les constructions dans le secteur identifié comme un secteur d'aléa exceptionnel. À 2 exceptions près, si on y fait un hôtel, il faut qu'il soit confinable sur place. Et on a jugé utile d'interdire de construire des casernes de pompiers ou des garages pour stocker les chasse-neige dans ces couloirs-là. Voilà. Donc c'est très limité. C'est-à-dire qu'il y a une liberté de construction et c'est un état de connaissance qui permet simplement aux maires de faire en sorte que les personnes qui résident dans ces secteurs-là en période exceptionnelle puissent être alertées et évacuées. Alors, cet aléa de référence exceptionnelle, il doit se matérialiser sur des cartes
de deux manières. Dans les PPRA, c'est la méthode la plus classique et c'est la méthode initiale. Dans les PPRA, donc depuis 2015, ceci devrait être en route. Mais depuis 2019, à travers des PAC, des portées à connaissance. Portée à connaissance, c'est la formule administrative qui permet à l'administration, dans une commune donnée, de n'étudier que le couloir concerné par le risque exceptionnel, de manière à cadrer le périmètre de l'avalanche potentielle. C'est simple, ça a moins de force juridique au point de vue urbanisme et autres, mais peu importe. L'important pour le maire, c'est de savoir que dans ce secteur-là, et parfois dans une commune, il n'y a qu'un seul secteur dangereux, donc ce n'est pas la peine de refaire un PPRA qui est long, coûteux, mais de faire simplement un PAC. Alors, ces sites sensibles aux avalanches, comment le maire peut-il savoir si dans sa commune, il y a des zones d'aléas exceptionnels potentiels? Eh bien, l'État, en 2010, avait fait établir par le RTM et l'INRAE la liste de tous les couloirs sensibles de France en zone habitée, susceptibles d'être des lieux d'avalanche potentiellement exceptionnels. Alors, ces SSAH sont classés. Ce site est disponible sur avalanche.fr d'une manière ouverte à tout un chacun. Et alors voilà comment ça se présente. Hein. Vous avez des tableaux, mais vous pouvez les décliner en long, en large et en travers. Et au final, il y a 292 communes de montagne qui sont concernées par ce risque d'aléa de référence exceptionnelle, dont 189 avec des SSAH fortes ou douteuses. Ce sont les plus dangereuses. Lorsqu'elles sont faibles, on considère que oui, il y a un risque d'avalanche, mais peut-être pas exceptionnel. Donc, ce n'est pas des sujets, en tout cas, qui préoccupent les RAP, ni qui devraient préoccuper de manière intense les mairies qui ne sont pas concernées par ces aléas faibles, uniquement faibles. Alors, ça représente quand même 648 secteurs, mais ça va vite. La commune de Chamonix qui a réglé le problème, on avait déjà une 70 à peu près en exceptionnel. Donc, ça ne fait plus que 580, si vous voulez, qu'il restait à faire. Bon, dans 12 départements de montagne. Alors voilà, ces tableaux-là un peu plus détaillés, mais vous avez par commune, vous avez les secteurs qui sont listés. Hein, les communes ont toujours des lieux-dits. Ben on sait que dans la commune de Chamonix, il y a 117 couloirs d'avalanche et ils ont tous un nom. Alors, ils ont été cartographiés, mais il y a des communes où ce n'est pas encore le cas. Mais le maire sait que ces couloirs existent. Il en sait la localisation générale, mais il ne sait pas jusqu'où l'avalanche peut descendre. Voilà la différence qu'il n'a lorsque les cartes n'ont pas été mises à jour. Alors, 189 communes. Aujourd'hui, il y a 53 communes dont les cartes ont été refaites. C'est pas beaucoup, 8 ans après. Il y en a 50 dont les cartes sont en cours de rénovation, en cours de mise à jour. Mais on se méfie beaucoup de 50, hein, parce que dans ces 50, il y a par exemple Tignes, où le PPR a été prescrit en 2018, mais rien n'a été fait depuis pour nommer un bureau d'études pour étudier les couloirs d'avalanche. Donc c'est comme s'il ne s'était rien passé. Donc vous voyez les 50, et puis 86 pour lequel il n'y a toujours rien. Alors vous comprenez les efforts que nous déployons vis-à-vis de certains préfets et auprès de la DGPR. Ces chiffres ont été validés il y a 15 jours à peu près avec la DGPR, hein, avec lequel nous avons des relations habituelles très, très courtoises, tendues parfois, mais enfin de confiance de part et d'autre. Donc beaucoup encore de choses à faire. Alors, l'État là-dedans assure une lourde responsabilité pour nous, d'évidence, puisque c'est au préfet d'afficher le risque pour les maires, le préfet qui s'appuie sur ces DDT, les DDT qui elle-même a du personnel chargé des risques naturels, mais c'est bien le préfet qui a le rôle de gérer ces DDT, et donc nous en voulons à certains, hein, ils le savent, qui ne prennent pas du tout intérêt à ce sujet-là. Il faut dire qu'un préfet est là pour 3 ans, il a souvent en face de lui des gens qui sont là depuis 20 ans dans les mairies, et dont certaines ne sont pas très chaudes pour avancer là-dedans. C'est dommage parce que c'est quand même leur intérêt propre, et puis on verra ça sur le plan du risque juridique, judiciaire, et surtout l'intérêt des populations qui seront un jour peut-être soumises au risque d'avalanche exceptionnelle et qui sont peut-être plus là pour raconter l'histoire. Alors, les directeurs des DDT, ils ont peut-être un pouvoir de suggestion, certainement auprès du préfet. On est en contact très fréquent avec les responsables des risques naturels dans les DDT, et on s'aperçoit qu'on a des bons contacts, que ce sont des gens plein de bonne volonté, plein de savoir, mais qui sont débordés.
qui ne savent pas toujours mettre eux-mêmes leurs propres priorités pour, au lieu d'imaginer un règlement d'un PPR nouveau, de reprendre celui de Chamonix ou d'ailleurs lorsqu'ils existent. C'est pas la peine de réinventer la Lune, et c'est un peu ce qui se passe. Voilà. C'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Alors, un exemple de la responsabilité de l'État malgré tout, lorsqu'il a publié en 2019, en février 2019, l'instruction gouvernementale sur les portées à connaissance, il donnait en même temps la demande de prioriser dans les 6 mois ce qu'il fallait faire et demander à ce que 95% des décisions prises des portées à connaissance soient effectuées. Or, aujourd'hui en France, il y en a une dizaine qui ont été faits et puis quelques autres qui sont à l'étude. C'est vous dire le peu de crédit qu'apportent dans les préfectures des préfets aux instructions qui leur viennent de Paris. Alors ça, c'est une diapo, vous voyez, je n'ai pas mis la FPCNT dans le logo, c'est les RAP qui parlent. Il y a quelques jours, on parlait du name and shame. Name and shame, c'est nommer et pour faire honte. Et le ministère des Finances, donc l'État français, a pris la position d'afficher les vilaines entreprises qui ne faisaient pas leur boulot, soit dans le traitement égalité homme-femme, soit parce qu'elles payaient leurs sous-traitants avec des mois de retard. Bon, on se pose sérieusement la question si nous-mêmes et d'autres ne devrions pas faire la même chose vis-à-vis des quelques préfets qui ont quelques difficultés à appliquer, à mettre en œuvre les bonnes pratiques, pas des entreprises, mais de leur propre service. Bon. Alors, les cartes à faire, oui, il en reste à faire, mais ce n'est pas pour autant que le maire ne sait pas quand même un petit peu qu'il y a des secteurs dangereux chez lui. Mais il faut qu'elles soient lisibles, ces cartes. Et l'exemple de Maroc est parlant. À l'époque, les cartes n'étaient pas regardées en commission de sécurité. Pourquoi? Parce que c'était très peu lisible. Et puis, elles étaient en plus inexactes. Mais ça, on l'a découvert après. Mais elles étaient peu lisibles, donc voilà, on les mettait de côté, et puis on avait ça en tête, mais c'est avéré que ce n'était pas tout à fait suffisant. Alors, l'objectif, c'est d'introduire l'aléa de recherche et de référence exceptionnelle dans ces cartes, que ce soit dans les cartes réglementaires et les cartes d'aléa, bien sûr. Dans les deux, c'est indispensable. Alors, à Chamonix, voilà ce qui se passe. Voilà en 2015, cette belle carte est sortie. On voit très bien sur les zones bleu clair l'aléa de référence exceptionnelle, et puis au-dessus de la zone bleue et au-dessus de la zone rouge. Voilà. Ce sont des cartes qui sont au 5 millième et qui sont monorisques. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre dessus le périmètre de l'inondation qui peut survenir. Alors à Chamonix, il y a aussi des cartes d'aléa, mais elles sont au 10 millième, donc vous voyez, c'est beaucoup moins lisible. C'est monorisque aussi. Au Contamine, même chose, on a une carte d'aléa, une carte de référence, une carte réglementaire qui est au 5 millième, qui est monorisque, qui permet de bien savoir où effectivement a été identifié, cartographié le risque d'aléa exceptionnel. À Isola 2000, ça c'est un précurseur, ils ont pris en compte l'aléa exceptionnel dès 2006. Alors cet aléa exceptionnel, cet ARE a été mis sur la carte d'aléa. Bon. Peu importe pour nous, du moment que le maire peut savoir où il faut évacuer, aléa ou réglementaire, pour les RAP, ça n'a pas d'importance. Elle est au 5 millième. À Bourdoisan, qui vient de sortir, là aussi, l'aléa de référence exceptionnelle, la zone jaune, est installée sur la carte d'aléa. Bon, peu importe, à partir du moment où elle est monorisque, et elle est au 5 millième, donc lisible. Alors, et Bourdoisan, pendant ce temps-là, dans le PPR, sortait une carte réglementaire totalement illisible, qui était une espèce de décharge de l'État en disant j'ai fait le boulot, mais sur lequel, vous voyez, dans la zone jaune, la zone bleue, la bleu foncé, il y a des aléas exceptionnels qui devraient être en zone assurée. Mais comme il y a de l'inondation en même temps, on a voulu que le bleu incorpore le risque maximum, inondation, chute de terrain, glissement de terrain, chute de rochers et avalanche compris. Donc ça n'a plus aucun sens et ce sont des cartes qui ne serviront à pas grand-chose, si ce n'est qu'au préfet de se dire j'ai fait le job, maintenant à eux de se débrouiller en isolant les choses. Alors, il y a une demande très active de l'ERAP à la DGPR, puisque nous avons, au cours des 14 mois écoulés, eu 4 rendez-vous, que nous avons fait 2 notes de 10 pages chacune sur ces thèmes-là, pour que la DGPR prenne une décision définitive sur des cartes lisibles au 5 millième monorisque pour les communes, et ayant un aléa exceptionnel. Alors, on ne désespère pas d'y arriver, les choses avancent, mais pour l'instant, c'est pas encore acté.
Voilà, alors vous savez tout maintenant sur les zones d'aléas exceptionnels. Je vais demander à Claude Jacot de nous dire comment ça se passe à Chamonix, ces cartes d'avalanche exceptionnelles, quand il les consulte. Est-ce qu'en commission de sécurité, est-ce que... Et ensuite, s'il y a quelques diapos qui arrivent, je rentrerai dans les détails. Bon, En attendant, pour vous dire que la commission de sécurité, lorsqu'elle s'est réunie à Chamonix, donc il y a une commission de sécurité de début de saison dite plénière avec quasiment une centaine de personnes présentes où quelque part on remet en place les repères et les actions à conduire le cas échéant. Et puis après, on se réunit en commission restreinte si les conditions l'exigent. Alors, en attendant que les images arrivent, vous dire également que les cartes réglementaires du plan de prévision d'avalanche et les extensions des zones d'aléas maximum sont des documents qui sont statiques, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une compilation de l'histoire des avalanches en un lieu donné qui donne les extensions observées au cours des années qui sont renseignées. Alors pourquoi je dis un document statique? Parce que pour qu'une avalanche puisse aller à telle ou telle distance ou très loin ou exceptionnellement avec une extension très très importante, il faut que les conditions soient réunies dans la zone de départ. Lorsque nous en arrivons à étudier les cartes, ça veut dire que nous sommes sur le point de prendre des décisions de confinement ou d'évacuation. Et c'est à ce moment-là qu'elles nous sont utiles, puisqu'on arrive à traiter secteur par secteur. En général, la commission de sécurité fait d'abord une approche globale sur la situation de risque. Et ensuite, on prend des décisions secteur par secteur, le cas échéant. Sur Chamonix, ça peut se faire par exemple en commençant par le col des Montées, puis en déroulant l'ensemble de la vallée. Et je rappelle que lorsque la commission est réunie, Monsieur le maire de Valorcine et Madame la maire d'Ézouches sont invités, non pas pour prendre les décisions qui s'attachent à Chamonix, mais pour prendre les informations partagées, puisque nous avons, nous le verrons après, un système d'observation qui est étendu à l'ensemble de la vallée et c'est assez facile à comprendre. Voilà. Donc pour les cartes, c'est lorsqu'on en arrive à des décisions confinement ou évacuation, on regarde zone par zone, bâtiment par bâtiment, si nécessaire. Merci Monsieur Jacot. Je passe la parole maintenant à Monsieur Vallas, qui est maire de Valorcine. Monsieur Vallas, vous aviez des anciennes cartes d'avalanche. Vous en avez des nouvelles maintenant dans le cadre d'un PPR mis à jour. Comment est-ce que s'est fait l'interaction entre les deux, la mémoire d'une part, le savoir des anciens, et puis les documents nouveaux, comment ça s'est passé tout ça? Déjà, la réalisation des nouvelles cartes, c'est déjà un travail fastidieux, parce qu'on avait la chance à Valorcine d'avoir des cartes qui avaient été... C'est des cartes qu'on appelle la carte des anciens. Donc les Anciens, dans les années 50, 60, on ne sait pas trop, mais ils avaient réalisé des cartes eux-mêmes, parce qu'à l'époque, la population était un peu pauvre quand même. Et donc ils se disaient, si on doit construire un bâtiment, on va faire en sorte de ne pas le construire là où il va être détruit. Et donc on avait ces cartes des anciens, on avait cet historique des anciens, et puis on avait encore quelques anciens vivants sur le territoire qui nous ont permis de faire une analyse des connaissances. Après on s'est confronté, et je dis confronté parce que je pense que c'est le terme, avec l'analyse de l'ingénieur qui était venu sur site, qui avait vu des avalanches, qui avait vu le terrain, qui avait visité le terrain et qui nous donnait des informations qui étaient assez surprenantes, avec certaines avalanches que moi je nommais comme des avalanches d'Hollywood, c'est-à-dire que des avalanches qui sont tellement grosses qu'on ne peut pas les imaginer réelles. Et donc on a confronté toutes ces analyses et puis après on est arrivé sur des cartes et surtout le fait de faire les cartes nous a amené à tous les élus qui étaient autour de la table, des connaissances et un partage de connaissances qui émanaient de tous ces documents. Aujourd'hui, on a des cartes, mais c'est surtout que en fait, les personnes qui ont fait ces cartes, que ce soit des élus ou des services, on les a en tête vu qu'on a travaillé dessus. Et on sait imaginer quelle zone est à risque, quelle zone n'est pas à risque. Et on s'en sert quand on en a besoin. Aujourd'hui, on peut dire que le principal acteur, c'est cet outil magnifique.
parce qu'il nous permet de contacter les personnes quand on a besoin, d'avoir les informations quand on a besoin, que ce soit un gardien de refuge qui est sur site, ou que ce soit une personne qui fait le déneigement, qui voit le terrain, ou les dameurs des domaines skiables. Enfin bon, on utilise les cartes quand... Moi, ça m'est jamais arrivé de ressortir la carte aujourd'hui pour voir la situation, mais on sait très bien que si on doit la sortir, on mixera les cartes avec les informations météo, parce que la carte ne témoigne pas forcément de la situation actuelle. La carte peut dire l'avalanche peut arriver jusque-là, mais est-ce que ça veut dire que l'avalanche arrive jusque-là quand la neige est à 1000 mètres d'altitude ou quand la neige est à 1800 mètres d'altitude? Et on n'a pas le même mouvement de neige sur une neige lourde, sur une neige légère, on n'a pas les mêmes phénomènes et les mêmes cartes. Donc la carte extrême, on la regardera et on prendra peur le jour où on aura des conditions comme il y a eu aux États-Unis l'an dernier, des mètres et des mètres de neige, et là on ne maîtrise plus rien, et donc on regardera les cartes et on évacuera au maximum. Mais on est plus dans l'analyse précise du terrain et des conditions de neige pour essayer d'être dans le plus juste. On s'est rendu compte en fait qu'avec la lecture des cartes à proprement parler, on nous amène à prendre des décisions qui sont des décisions de la fois qui sont un peu éloignées du bon sens. On se dit, il y a eu tant de neige, on est en risque 5. Le risque 5 est généralisé et on voit des différences de neige à la même altitude d'un côté ou de l'autre d'un versant de col. Et d'un côté il neige, de l'autre côté il pleut. Et donc on voit que les phénomènes climatiques sont différents. Et donc on ne peut pas se dire le risque 5 concerne Valorcine forcément. Des fois on a des vallées qui sont en risque 5 les deux, mais le risque n'est pas le même. Et donc il faut toujours avoir une analyse précise de la situation. Parce que sinon au bout d'un moment on va dire aux gens vous évacuez. Et puis on va redire aux gens 15 jours plus tard vous évacuez. Et puis au bout d'un moment les gens ils vont nous dire vous êtes bien rigolo, mais nous on vous écoute plus. Donc on essaye d'informer les gens sur le juste risque en espérant, c'est toujours pareil, ne pas se tromper et en ayant tous les outils pour essayer de répondre. Effectivement, comme vous le disiez, le préfet fait faire la carte, mais après quand la situation arrive, le préfet est à Annecy en ce qui concerne Valorcine et nous on est là-haut et il faut qu'on gère avec la carte qui a été faite par la préfecture. Donc il nous donne des infos, mais qui délimite la responsabilité aussi. Bien, merci monsieur le maire. Ces propos achèvent la présentation du premier module relatif à l'introduction de ce séminaire et la présentation de l'utilité des cartes d'avalanche actualisées pour les mairies concernées. Le deuxième module est relatif au rôle et responsabilité des différents acteurs, le maire en particulier,